Le titre de notre séminaire, tel que je l'ai reçu de Denis, c'est « Quel est l'espace public des mouvements sociaux ?» Alors, d'abord peut-être que j'aurais mis volontiers un S, un espace public. Quels sont les espaces publics des mouvements sociaux ? Mais en tous les cas, c'est exactement la question à laquelle je suis sans arrêt confronté, non pas parce que je travaillerai sur les mouvements sociaux à proprement parler, mais comme Sylvie l'a déjà dit, je travaille plutôt, je m'interroge sur les effets de l'usage de la notion de société civile dans la coopération internationale. Donc, d'où je parle de l'observation de programmes de coopération, des relations internationales et en Afrique subsaharienne, où irrémédiablement s'enchevêtrent des dynamiques locales et des actions qui viennent de la coopération et d'agences de développement international, multilatérales, décentralisées, ONG, etc. Et le problème que mon activité citoyenne dans cet univers m'a posé, c'est de forger ou de disposer de catégories analytiques me permettant de m'orienter dans ces situations toujours nouvelles, parce que l'on est toujours placé devant des dilemmes. Fondamentalement, la coopération internationale repose sur un paradoxe structurel. C'est parce qu'ils ont une capacité d'initiative forte que les pays occidentaux peuvent intervenir dans les pays du Sud, et leur message c'est faites comme nous, prenez l'initiative, ce qui est en soi une injonction contradictoire, puisque une bonne partie des programmes sont décidés dans leur contenu et même dans leur méthodologie sans concertation avec les dits bénéficiaires. Dans cet univers de la coopération, les acteurs les plus visibles, les plus présents, ce ne sont pas les mouvements sociaux, ce sont des ONG, dont la typologie est toujours en chantier. Elle est relativement peu opératoire, puisque de l'identité de ces acteurs, c'est-à-dire de la manière dont ils se présentent, leur autodésignation, leur identité au niveau de leurs objets d'action, leur champ d'intervention, tous ces éléments de caractérisation de ces acteurs ne sont absolument pas prédictifs de leur manière de faire. On peut trouver des ONG nationales beaucoup plus dirigistes à l'égard des populations locales qu'une ONG étrangère. Donc ce terrain-là oblige à déconnecter dans l'analyse l'identité des acteurs de leurs pratiques. Et ces pratiques ont évidemment un rôle essentiel. Je rebondirai, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais sur ce qu'a dit Sylvie. Non seulement ces ONG, mais de manière générale la coopération internationale a en effet une responsabilité majeure dans le devenir politique des sociétés dites du Sud, pas seulement à travers le financement d'opérations de développement, mais parce que, à travers la mise en œuvre des programmes, s'expérimentent des manières de fabriquer le politique. Et justement, la présence de la notion de société civile comme notion clé des programmes de coopération à partir des années 90 s'accompagne de manière pratique et non thématisée par une série de manières de faire qui font expérimenter des styles de fabrique du politique, où l'espace habermasien n'est pas forcément celui qu'il y a le plus disqualifié. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pourquoi se servir, quel intérêt d'aller voir en Afrique subsaharienne et quel bénéfice heuristique pour notre réflexion épistémologique? C'est un champ qui n'est ni identique au monde occidental, mais non
plus ni radicalement différent. Il offre un miroir déformant qui diffracte, déplie, ce qui ici se donne de manière plus compacte. Et c'est ce qui me paraît justifier que j'évoque ces questions ici dans un séminaire sur les mouvements sociaux. Donc, d'une part, on est dans un moment historique dans les pays subsahariens qui est qualifié sans doute de manière un peu imprudente en termes de transition démocratique. En fait, savoir où on va n'est pas donné, mais ce qui est sûr, c'est qu'on entre dans une nouvelle phase, et donc ces périodes de relatif désordre, de transition, d'une part donnent à voir ce qui restait enfoui jusque-là, mais du coup donnent aussi à voir clairement les implicites des programmes de coopération qui sortent en quelque sorte du laboratoire et s'exposent et se mettent en œuvre, et c'est à ce titre donc qu'on a une diffraction des politiques, de l'action politique internationale qui nous renseigne également sur les politiques occidentales que l'on peut voir chez nous. Alors, ce contexte particulier m'a amené à deux choix épistémologiques. Le premier n'est pas forcément au cœur de notre discussion, mais au cas où on a envie d'en parler, je le mentionne, c'est de privilégier une approche, en sociologie j'entends, une approche conceptuelle et non pas une approche théorique. C'est-à-dire que il me semble que ce qui nous éclaire, c'est l'analyse des singularités plus que la production de généralités qui se révèlent toujours prises en défaut de prédiction. Ça vaut par exemple pour tous les travaux sur les ONG qui essayent de faire des typologies. Ces typologies, quand on observe le comportement des ONG sur le terrain, ne sont pas prédictives. Ces catégories ne sont pas prédictives, et donc il me semble que ce n'est pas la montée en généralité qui nous intéresse, mais c'est d'élaborer, de raffiner des concepts qui éclairent des situations singulières plutôt que de procéder à des généralisations pour produire des typologies. Le deuxième point est beaucoup plus important, c'est que donc, la situation historique de ces pays, donc, qui ont connu depuis des siècles une privation d'initiative historique, depuis la traite négrière, puis la colonisation, puis le parti unique, ça nous fait quand même des longues périodes historiques où la capacité de décision et d'initiative est ailleurs, quoi. Alors, comment tenir compte de cette spécificité historique? Il m'a semblé qu'il était intéressant de l'inscrire profondément dans les catégories analytiques que l'on peut utiliser, et c'est à ce titre que j'ai été amené petit à petit à proposer de distinguer, ce que Sylvie a évoqué tout à l'heure, les préférences normatives et les préséances normatives. En fait, je pense que c'est utile partout, mais chez nous, c'est moins visible, l'utilité est moins visible. Mais là, elle s'impose, parce que l'on a des projets de développement qui sont portés par des acteurs occidentaux, le plus souvent, et qui viennent s'insérer dans une situation locale qui a ses propres manières de faire, ses propres procédures de décision, ses propres codes, ses grammaires, ses registres d'action, qui font que on a des systèmes de normes qui se heurtent, et de ne pas prendre en compte cette coprésence, cette pluralité de normes. Déjà, avec la colonisation, avec l'histoire, il y a localement une pluralité de normes pour de très grands secteurs d'activité, ne serait-ce que pour les héritages, par exemple. On a trois lois. Donc, ça ne nous concerne pas, mais c'est pour vous dire combien d'univers de normes s'entremêlent. En zone rurale, les femmes n'héritent de rien. Dans la loi musulmane, la femme hérite de la moitié
de ce qu'hérite un garçon. Et dans la loi officielle positive malienne, il y a égalité des hommes et des femmes. Bon, et tout ça s'enchevêtre. Bon, c'est rien que pour... C'est très visible sur l'héritage, mais ça vaut pour tout. Alors, dans ce contexte, il m'a paru vraiment important de distinguer ces deux registres. Donc, les grammaires, les registres d'action, les argumentations légitimes qui sont portés par les programmes de coopération, les actions de coopération, ce qui pourrait être, sous réserve pourrait être considéré comme l'analogue d'un mouvement social, c'est une intervention dans un espace, et les préséances normatives, c'est-à-dire les manières de faire, de décider, d'agir, d'argumenter de la société dans laquelle ces programmes de coopération viennent s'insérer.